Et c'est en compagnie de Daniel Ballesteros que nous retrouvons Ambre, qui elle aussi, je suppose, va nous faire du bien. Bonjour Ambre. Bonjour Brigitte, bonjour Daniel. Bonjour. Vous m'entendez bien? Tout à fait. Oui, bien sûr, oui. Alors, est-ce que vous savez de quoi Alors, je vous parle allez nous parler de dysphorie post-coïtale. Oui, Qu'est-ce que c'est que bien. Alors, la dysphorie, peut-être Daniel le sait, mais en fait, la dysphorie post-coïtale, c'est le blues après l'amour. Vous avez déjà vécu ça, vous? Avoir le blues après l'amour? Non, généralement, si on fait correctement, on a plutôt les neurohormones du bonheur pendant plusieurs heures et même le lendemain. Par contre, la dysphorie du lundi matin, oui. Ah oui, non, je ne vais pas vous parler de ça. Non, vraiment, c'est un phénomène qui est fréquent en fait. C'est pas du tout rare et c'est même normal. Oui, tout à fait. Vous n'avez jamais rencontré une femme, vous avez raison. Beaucoup d'hommes après l'éjaculation peuvent avoir cette dysphorie post-coïtale. Mais Daniel Ballesteros, il est à part. Lui, il s'écoute depuis tant d'années. Il a un système immunitaire au sommet. Vous savez qu'il a 120 ans. Vous avez vu la forme qu'il a à son âge. Absolument. Oui. C'est merveilleux. 120 ans et demi. Bon, alors on va expliquer à nos auditeurs. Voilà, la dysphorie post-coït. On se fait notre apéro Skype. Oui, pas de problème. Faisons-nous du bien. La dysphorie post-coïtale, c'est effectivement ce phénomène de pleurs, de tremblements, de rires nerveux, de larmes en fait après un rapport sexuel. Et certaines personnes, après le rapport sexuel, se sentent particulièrement vulnérables ou agressives. Il peut y avoir de la mélancolie, il peut y avoir de la tristesse, de l'anxiété et le sentiment de se sentir inutile. Et souvent, les hommes disent ça aussi. C'est un phénomène qui est répandu, qui est peu étudié. Et j'ai eu le témoignage de Jessica, qui a 27 ans, et qui depuis quelques années me raconte que très souvent, après l'amour, même si elle a eu un génial orgasme, les larmes commencent à couler toutes seules. Et c'est quelque chose d'incontrôlable. C'est quelque chose qui arrive juste quelques minutes après l'orgasme et qui peuvent durer 1 heure parfois. Et elle se recroqueville sur elle se sent seule, elle se sent incomprise, triste. Bien évidemment, le conjoint à côté, il ne sait pas comment réagir. Et oui, Jessica, elle souffre de ce qu'on appelle le DPC. En langage scientifique, ça s'appelle la dysphorie post-coïtale. C'est fréquent, c'est normal. Jessica ne vit pas bien cette situation et le partenaire non plus parce que comme le disait Daniel tout à l'heure, normalement après un rapport sexuel on doit se sentir bien, épanoui, heureux, en pleine forme, voilà, et pas ressentir ce qu'on ressent le lundi matin. Donc la dysphorie, c'est un mot qui est pas très connu, mais en fait savez-vous que c'est le contraire de euphorie. Oui. Voilà. Et étymologiquement, ça veut dire difficile à supporter, quelque chose qui nous dépasse et qu'on ne contrôle pas. Donc Jessica m'a parlé de ses pleurs et de sa tristesse, mais il y a des gens qui sont agressifs. Il y a des gens qui sont agressifs, qui ont des tremblements, qui ont des rires nerveux et qui ensuite se replient sur eux et ont envie d'être seuls. Et figurez-vous qu'il y a des hommes aussi qui ressentent cela. Alors bien évidemment, plus les femmes se confient et il y a peut-être plus de pleurs aussi chez les femmes, mais les hommes ont parfois un sentiment de tristesse, de mélancolie, d'anxiété. Alors ça n'a rien à voir avec la période réfractaire pour l'homme, qui est la phase après l'éjaculation où l'homme a besoin de récupérer, et ça on le sait toutes, il a plutôt tendance à s'endormir d'ailleurs après l'acte. La période réfractaire, c'est quelque chose de physiologique, alors que la dysphorie, c'est complètement mental, c'est ressentir du blues, ressentir de la tristesse, de l'agressivité. Et figurez-vous qu'en mars 2020, donc c'était hier, le Journal of Sexual Medicine, j'ai un super accent, vous l'avez noté, a sorti une étude pour essayer de comprendre ce phénomène qui est plutôt répandu. Ils ont cherché un échantillon de personnes en Europe et puis ils ont envoyé des questionnaires à des femmes, des hommes, savoir s'ils ont ressenti à un moment donné dans leur vie ce phénomène. Et figurez-vous qu'il y a quand même énormément de personnes qui l'ont vécu au moins une fois dans leur vie, puisqu'ils ont parlé de 33%. Et ils avaient fait comparativement une étude en 2011 et là, il y avait beaucoup moins de personnes qui avaient ressenti ce phénomène. Alors, est-ce que c'est la période qui est anxiogène, qui n'est pas bien? Est-ce que les gens sont plus anxieux? Je ne sais pas, je ne me permettrai pas de juger. Mais en tout cas, c'est de plus en plus, on vit ce genre de choses. Alors, je vais vous parler des facteurs. Pourquoi? Il y a un phénomène d'abord physiologique, hormonal, et ça, Daniel en a parlé tout à l'heure. On parlait d'endorphine, Daniel, tout à l'heure, on parlait de dopamine.
de sérotonine. Et ce sont effectivement des hormones que l'on sécrète quand on fait l'amour. Il y a vraiment un choc parce qu'il y a un pic brutal au moment où il y a un orgasme. Et puis après, il y a une descente encore plus brutale. Et c'est ce qui explique, en fait, ils expliquent ça comme une descente après la prise de drogue. Voilà, c'est tellement brutal, la chute, qu'il y aurait les larmes qui viendraient après et on se sentirait comme quelqu'un qui a pris trop de drogue et qui est en train de faire un mauvais trip, en fait. Donc ça, c'est l'explication physiologique et hormonale. Et puis, il y aurait aussi une explication psychologique. Faire l'amour, c'est une osmose entre deux personnes, c'est une fusion et quelque chose qui a une fin, puisque quand après l'orgasme, ça s'arrête. Et quelqu'un qui est de nature anxieuse ou qui a des problèmes avec la séparation peut mal le vivre. Dans certains cas, on a eu une éducation stricte, on a le sexe qui est tabou dans la famille et on éprouve peut-être de la culpabilité à ressentir du plaisir. Alors, il y a des personnes qui, après l'orgasme, se sentent peut-être coupables inconsciemment et qui rient nerveusement ou qui pleurent ou qui ne se sentent pas bien, qui se sentent anxieux, inutiles, etc. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est un phénomène qui arrive pas souvent, mais il y a des gens qui l'ont quasi systématiquement, voire une fois sur deux. Et à ces gens-là, j'ai envie de leur dire, il faut quand même consulter parce que il peut déjà y avoir une ambivalence entre votre plaisir et votre culpabilité. Et puis surtout, ça révèle peut-être un traumatisme, viol, abus sexuel. Donc il faut consulter pour essayer de comprendre pourquoi on se sent coupable face au plaisir. Sinon, c'est un phénomène qui est complètement aléatoire. Et je vais parler à ceux maintenant qui sont gênés par cette attitude de leur partenaire. Je voudrais leur dire que larme ne veut pas dire souffrance, que c'est juste un état émotionnel intense que ressent la personne. Et on peut s'imaginer qu'après cet orgasme, tiens, elle pleure, mais elle a probablement eu quelque chose de tellement fort. Là, elle est dans un état émotionnel qu'elle ne peut pas contrôler et elle pleure parce qu'il y a un vrai lâcher-prise, parce qu'elle n'a pas pleuré peut-être il y a 2 ans auparavant, parce qu'elle a perdu sa mère. Vous voyez, c'est quelque chose, il ne faut pas mal le prendre en tant que partenaire. Oui, ça réveille des émotions très profondes qui peuvent peut-être surgir à ce moment-là parce qu'il y a un vrai lâcher-prise au moment de l'orgasme et qui, à ce moment-là, permet de remonter des émotions très profondes. C'est vrai que c'est important de le rappeler, Ambre. Il ne faut pas penser que les pleurs sont forcément de la tristesse. Ça peut être quelque chose de plus profond. Vous êtes sur la bonne piste en disant ça. La dysphorie, comme vous dites, après le coït, disons, alors rassurez Jessica, les autres, c'est bien. C'est bien. Pourquoi ? Parce que quand on est dans la vie courante, on court partout, on emmagasine des émotions, des stress, des tensions, et on augmente ce qu'on appelle le système orthosympathique, c'est-à-dire qu'on est sous tension. Et à partir du moment où on a un rapport sexuel, on passe en parasympathique, c'est-à-dire que brutalement, le système ortho qui nous tenait énervé bascule et on devient plus calme. Et à partir de ce moment-là, l'organisme, qui est un petit malin, en profite pour éliminer, je vous dis une première mondiale, profite pour éliminer tout ce qu'on a pu enfermer comme stress, négativité. C'est ce qu'on obtient, par exemple, au cours d'une séance d'acupuncture ou d'ostéopathie. D'un seul coup, les gens vont se mettre à trembler, vont avoir une horripilation, vont avoir des borborines, etc. Donc ça, c'est tout à fait curatif. Donc, rassurez immédiatement tous les gens qui font ça, ils sont en train de guérir. C'est tout à fait vrai, vous étiez tout à fait sur la piste avec votre... C'était ma conclusion, continuez à faire l'amour. Continuez à faire l'amour parce que avec ce pic de sérotonine et de dopamine, voilà. C'est ce qui apporte du bien-être. Ça ira mieux. Voilà. Merci beaucoup Ambre, merci beaucoup pour nous avoir expliqué ce qu'était la dysphorie post-coïtale.